Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, on replonge en immersion avec Georges qui nous partage la remise de son 7e chien guide, Ripley, de l'école de Bordeaux. C'est à l'âge de 15 ans que Georges découvre les chiens guides d'aveugles avec les tout débuts du mouvement chien guide en France. Immédiatement, il sait qu'il sera accompagné un jour par l'un d'entre eux. Des années plus tard, Georges nous confie ses ressentis en pleine remise de son 7e chien guide. Mais comment va se dérouler cette nouvelle remise ? Et comment appréhender ce moment charnière ? De sa première rencontre avec Ripley à leur retour à Paris, en passant par les différentes étapes de la remise, Georges nous fait vivre son quotidien plein d'émotions. Il nous donne aussi son point de vue sur l'évolution du mouvement chien guide au regard du développement des nouvelles technologies, mais aussi sur le fonctionnement des écoles. Et maintenant, place à l'épisode. Nous sommes le lundi 29 août 2022. Il est 7h25. Je voudrais vous faire partager ma rencontre avec Ripley, mon futur chien guide, que je vais retrouver à 10h18, heure d'arrivée à Bordeaux. Bonjour Georges. Bonjour Estelle et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation il y a de cela assez longtemps, puisque nous avions prévu d'enregistrer à l'automne, dans l'hiver, au printemps, et c'est finalement en ce début de mois de juin qu'on a réussi à trouver un créneau commun. Oui, écoute, c'est un vrai plaisir de partager ça avec toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement ? Je m'appelle Georges, j'ai 65 ans et quelques mois et je suis en retraite depuis le début avril, le 1er avril très précisément. Ça n'est pas un poisson. J'ai eu mon premier chien guide en 1980, un chien qui s'appelait Marin, qui a été trouvé sur le port de Nice et qui quémandait sa nourriture sur le pont des navires, et c'est pour ça que les gens du port l'ont appelé Marin. Il a été amené à l'école de Nice et il est devenu un chien guide. C'était un chien des rues qui est devenu un chien guide. Alors, du 21 mars 1980 au 5 juin 2023, vous imaginez tous les progrès dans l'éducation de nos chiens guides. Mm-hmm. On fait des choses aujourd'hui, mais extraordinaires avec nos chiens qu'on ne faisait pas avant. Et j'ai eu cette chance de pouvoir mesurer les progrès qui ont été faits par les écoles, impulsés également par l'ANM CGA qui est née en 1978. Je l'ai vu naître, j'ai connu les gens qui l'ont créé, leur implication, les gens qui ont été aussi à la FFAC, qui ont contribué. J'ai vu naître le centre d'élevage aussi. Ces éclats, c'est une très très belle histoire tout ça. Je suis content d'avoir vécu tout ça et de continuer à marcher avec un chien guide. Alors au total, moi j'ai eu 7 chiens. Et quand tu nous parles, pour les éditeurs, on va redire les acronymes. Tu nous parles de la NMCGA, alors qui soutient le podcast, c'est l'association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles, qui s'appelle maintenant ANM Chien Guide. Exactement. Et FFAC, c'est la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Donc ces deux associations ont permis justement à la cause du chien guide d'avancer en France. Et ce que tu dis, c'est qu'il y a eu une véritable évolution jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que avant de continuer à nous parler de tout ça, tu peux nous dire ce que toi tu fais dans la vie, ou tu faisais du coup dans la vie avant d'être retraité un petit peu ? J'ai eu plusieurs métiers. Mon premier métier, ça a été accordeur de piano. Et je me rappelle que mon premier chien guide est resté avec moi toute la journée dans une petite cabine de piano, dans une usine. Vous savez, on fabrique des pianos. Et moi, j'accordais, j'étais au 2e accord. Et donc, ce sont des cabines qui sont très exiguës. Ça mesure la longueur d'un piano,
la taille d'une personne et d'un piano, donc en gros 3 de large sur 5 de long à peu près, et on enfermait quasiment toute la journée avec une porte hermétique de chaque côté pour être isolé des bruits. Et donc, chaque heure, vous avez un piano qui rentre d'un côté et qui ressort de l'autre. C'est rigolo, tu faisais donc le même métier que Jean-Pierre de l'épisode 30 qui est au sein de l'ANM maintenant? Tout à fait, on a été dans la même usine, sauf que je suis allé avant lui. C'est pour ça que j'avais l'impression d'entendre la même histoire, c'est que vous avez fait un petit bout d'histoire en commun. Et j'ai rencontré le premier chien guide de ma vie, j'avais 15 ans à peu près. C'était dans un établissement de vacances pour non-voyants, alors j'étais allé avec des amis. Et il y avait des adultes, et là j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Émile Lemezec et qui avait une chienne qui, je crois, de mémoire, s'appelait Tania, qui avait été éduquée à Westcal et qui était un berger allemand. Et c'est de là je me suis dit, mais moi je veux avoir un chien guide. J'adorais les chiens et je me suis dit, je suis aveugle, je peux avoir un chien guide et je peux l'amener partout avec moi. J'étais trop content de ça, de cette perspective d'avoir un chien guide, etc. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore la fondation Frédéric Gaillane qui remet aujourd'hui des chiens guides à des mineurs. Et c'est vrai qu'il fallait attendre la majorité pour pouvoir frapper à l'école, aux portes des écoles de chiens guides et envoyer sa candidature en tant qu'adulte. Et tu sais, Estelle, on n'avait pas la même ouverture des établissements. Nous parler du chien guide comme si c'était un manque d'autonomie, un manque d'affectivité. On voyait le chien guide, c'était le côté néfaste, négatif, quoi. Les écoles, on n'était pas prêt psychologiquement à ça. Enfin, dans la culture, on n'était pas prêt à ça. On a beaucoup évolué depuis, fort heureusement, et que c'est bien qu'on mette des chiens à des jeunes, à des enfants. Enfin, quand on voit tout ce que ça peut apporter, c'est génial. Donc, le premier jour où tu t'es dit j'aurai un chien guide, avant d'en avoir 7, comme tu nous l'as dit, tu avais 15 ans. Et quand est-ce que cette perspective a pu se réaliser, du coup? Donc, il y a eu Marin. Il y a eu Marin, et donc c'était en 79, et c'est grâce au père de mon meilleur ami, qui était dans la même chambre de clinique que l'éducateur de chien guide aveugles à l'époque, qui était Jacques Lecy. Ça se passait à Marseille. Ils se sont présentés, ils se sont échangés, et quand le père de mon pote a dit « Mais qu'est-ce que tu fais toi ?» Moi, je suis éducateur de chien guide. « Ah, mais c'est pas possible, je connais un non-voyant, mon ami Georges, c'est le meilleur ami de mon fils, et non-voyant. » Il nous a mis en relation, et les choses se sont faites très vite. Vraiment, j'ai pu avoir mon premier chien guide. Et après, ça a continué, c'est chouette. Et donc, de Marin, donc dans le sud, puisque à l'époque, tu étais dans le sud, oui. Tu as eu ensuite un deuxième chien guide. Est-ce que tu peux nous citer les noms et les races de tes chiens jusqu'au... Alors, Marin était on va dire que c'était un labrador sans en avoir vraiment... Enfin, il avait la bouille d'un labrador, probablement des mélanges. Ensuite, il y a eu un autre labrador en 91 que j'ai partagé avec mon ex-femme, qui était un labrador noir qui venait de Westcal, qui s'appelait Azan. Ensuite, quand Azan est parti, j'ai pu avoir Théo. Alors, c'était un berger blanc que j'ai eu à l'école de Paris. Et là, c'était la Rolls, la merveille. Mais vraiment, j'ai rencontré le berger et voilà, c'est quelque chose d'incroyable, tout ce que j'ai pu vivre avec ce chien, les émotions, les choses qui se passaient sans mot dire, mais juste avec les vibrations du chien dans une pièce. Tu sais qu'il te regarde, tu sais qu'il est attentif, qu'il veille sur toi, et toi, tu vas qu'à tes occupations. Enfin, c'est complètement fou. Et quand Théo est parti, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai voulu avoir à nouveau un berger blanc, j'ai eu Folio, et Folio a eu des craintes pendant son éducation, et d'un commun accord avec l'école de Paris, on s'était dit, ok, on prend le risque. On sait qu'il y a des grandes faiblesses pour ce chien, et moi j'ai dit, je veux bien prendre le risque d'essayer, peut-être que ça pourra aller. Alors évidemment, j'ai gardé ce chien 1 an, ça n'a pas fonctionné, mais je l'ai gardé en chien de compagnie, parce que vraiment je m'y étais attaché, et que, indépendamment d'être chien guide, c'était un chien de compagnie merveilleux, qui était joueur, qui était trop drôle, quoi, et donc je l'ai gardé. Et ce Folio, justement, on en a parlé il y a pas longtemps dans l'épisode 61, puisque j'ai eu l'occasion d'accueillir la présidente de l'école de Paris, qui est maintenant Frédéric, qui était la famille d'accueil de Folio. Ouais. Et puis, c'est surtout ce chien-là qui nous a permis de rentrer en contact à l'époque. C'était la première fois que je prenais un relais qui débordait en dehors du week-end, et donc c'est Folio.
qui a eu l'honneur de mettre pour la première fois les pattes dans mon bureau. Et voilà. Et j'en ai d'ailleurs écrit un article illustré sur mon blog futureshienguide.fr. On se retrouve dans la description que tu fais de Folio, puisque c'était un grand berger blanc suisse, mais tellement adorable. Enfin, on a eu l'occasion de se croiser et tu me l'as confié via l'école quelques week-ends en relais. Ouais. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'affection pour ce chien-là qui... malheureusement, a dû rejoindre les étoiles un peu plus tôt que prévu. Et oui, avec un cancer des amygdales, quelque chose contre lequel on ne peut rien. Et puis, pour, disons, essayer de contrer un petit peu la remise de Folio qui était un échec, on m'a donné un golden qui s'appelait Fox, un très beau golden qui travaillait merveilleusement bien, mais ça n'a pas trop collé. Je l'ai gardé 1 an et puis je l'ai rendu à l'école en disant mais non, c'est pas possible. Et je suis resté un long moment sans chien, 5 ou 6 ans. Et puis, j'ai eu un chien d'une autre école non fédérée. Et là, c'était un très bel berger allemand, News, mais qui n'était pas fait pour être chien guide. Et on ne dira jamais assez à quel point l'échec d'une remise est dramatique pour le non-voyant et nous met dans une souffrance épouvantable. Les non-voyants qui sont passés par un échec de remise comprennent et savent de quoi je parle. La douleur, l'échec, ne pas comprendre pourquoi il y a eu cet échec. Alors pour News, on savait que c'était un chien qui n'avait pas été éduqué dans de bonnes conditions, des familles d'accueil pas suivies. Par contre, j'ai eu un deuxième échec avec l'école de Bordeaux qui m'a remis une chienne qui s'appelait Peach. Et là, c'était en 2021. Peach, ça n'a pas, au bout de 2 mois, j'étais obligé de rendre parce qu'elle bloquait. Elle bloquait dans le travail, elle s'arrêtait, je ne pouvais plus rien faire et j'ai jamais compris pourquoi. L'école n'a pas réussi, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. L'école de Bordeaux est une école admirable avec des gens d'une gentillesse, d'une rigueur, d'une conscience. Enfin, c'est des gens adorables. Tout le monde travaille pour la cause du chien guide et ça, c'est merveilleux. C'est une école à recommander vraiment, l'école de Bordeaux. Quand je disais en introduction qu'on a essayé plusieurs fois de faire cet épisode, alors il y avait nos disponibilités. Et puis, c'est vrai qu'à l'origine, notre immersion s'était basée sur la remise de Peach, qui au final ne s'est pas conclue par une remise durable. Donc on a laissé le temps faire, laissé aussi une nouvelle remise. Tu m'as confié du coup un reportage audio de ta nouvelle remise, de ton chien guide actuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc le chien que j'ai eu s'appelle Ripley. C'est une blonde d'Aquitaine, c'est une labrador plutôt caramel. C'est une chienne qui est très proche. Et je voudrais insister sur le rôle du psychologue. J'ai eu la visite du psychologue qui est venu se rendre compte un petit peu de mon évolution par rapport à mon précédent échec l'année dernière avec Peach. Il voulait savoir dans quel état d'esprit je me trouvais aujourd'hui avec cette nouvelle remise. Donc nous avons beaucoup échangé, bien 20 minutes, parce qu'il avait pris le soin de m'appeler juste après l'échec avec Peach, quelques jours après avoir rendu Peach. Le psychologue, c'est un petit peu, on en a la trouille quand on fait un dossier de remise, au même titre qu'on a la trouille de l'instructeur en locomotion. En fait, c'est des gens qui ne nous jugent pas, qui vont pas dire non, vous n'êtes pas apte à avoir un chien, mais qui vont donner des indications à l'équipe éducative pour le profil de chien qu'il nous faudrait. Et là, le psychologue a dit à Nathalie, lui a dit, tu sais, pour Georges, il faut lui remettre un chien qui soit proche, qui soit présent, qui aille vers lui, et pas un chien distant. Et c'est ce que Nathalie avait avec elle, dans ses chiens potentiels, sauf que la chienne n'était pas finie d'éduquer, donc ça a mis un temps certain entre Peach et Ripley, il s'est passé 9 mois. C'est 9 mois très longs, parce qu'on est dans l'attente, parce qu'on en a marre d'attendre, parce que c'est insupportable d'attendre aussi longtemps, et il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour que cette attente dise pas qu'on attende 1 mois, je veux bien 2 mois grand maximum, mais il faudrait pas plus. Et autre chose qui n'est pas normale, c'est qu'aujourd'hui, on puisse difficilement choisir la race de chien que l'on aimerait avoir. Moi, si j'avais pu choisir, j'aurais demandé un berger allemand. Mais il y a des gens qui
eux voudraient avoir un chien qui ne perde pas ses poils. Il faut continuer à faire du labradoodle, par exemple. C'est très important parce qu'il y a des gens allergiques et aujourd'hui, ce choix-là, on l'a de moins en moins, quasiment plus. Il est difficilement réalisable parce que ces races sont moins choisies, moins produites, mais ça arrive et c'est vrai que si on essaye de combiner, comme tu dis, une durée, un délai de remise court, plus un bon profil avec un chien qui vient vers toi, mais de la bonne race, en fait, il faudrait un choix de chien beaucoup plus grand. C'est une volonté politique, c'est se donner des moyens, c'est le CZK qui doit peut-être augmenter son cheptel, enfin qui doit peut-être s'organiser différemment. Moi, je suis pas au fait de tout ça, mais ce serait bien qu'il y ait une réflexion de fond. Moi, je compte beaucoup sur NM Chien Guide pour porter cette voix-là. Ouais, pour impulser ça. Parce que c'est quand même nos représentants, il faut pas l'oublier. Et peut-être serait-il bien qu'il y ait une demande, un dossier, une demande unique en un lieu qui centraliserait et qui ensuite permettrait de trouver le meilleur profil de chien. Oui, l'école qui a le bon chien, et peut-être en même temps faire, dans le cadre de la demande de chien guide, que ANM Chien Guide, par exemple, puisse expliquer au demandeur ce qu'il attend avec un chien guide. Je trouve que ça doit faire partie du processus de la demande. Parce que quand même, mieux qu'un maître de chien guide pour parler du chien guide quand même. Il y a l'éducateur, évidemment, qui va savoir en parler, mais l'ANM, je pense qu'elle le ferait très bien. Oui, c'est sûr qu'il y a encore plein de pistes d'amélioration et nous, du coup, tu nous as partagé ton déplacement puisque, comme on l'a entendu au début de l'épisode, tu as commencé par prendre le TGV puisque du coup, tu as rejoint l'école de Bordeaux, tu es arrivé sur place et tu as rencontré Nathalie puisque vous étiez croisés pour la remise de Pitch. Et là, c'était un peu l'objet aussi de notre épisode, c'était de nous plonger dans les réalités de la remise. Alors, il est vrai que j'ai déjà fait une première immersion pendant la remise, mais c'était avec Lauriane, qui avait sa première chienne guide. Et là, l'idée, c'était de voir un deuxième type de profil, peut-être plus expérimenté aussi, sur, quand on en vient à avoir son 7e chien guide, comment ça se passe et comment on ressent tout ça. Est-ce que tu peux reprendre pour nous les grandes lignes de ta remise qui seront ponctuées par tes vocaux ? Il va falloir que je m'en rappelle parce que c'était un petit peu loin, vous savez, c'était 29 août. C'est ça, tu es parti le 29 août en TGV pour Bordeaux. Ça y est, c'est donc parti pour aller récupérer Ripley pour faire sa connaissance. Allez, c'est bon. Voilà, donc là, je suis arrivé en fin de matinée à Bordeaux. Et là, tout de suite, Nathalie m'attendait au bureau Accès Plus à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Tout de suite, elle m'a conduit au véhicule où il y avait Ripley. Bonjour Ripley! Bonjour mon bébé! Bonjour ma fille, je suis content de faire ta connaissance, Nanas. Mais t'es une belle, ma bébé. Mais ma Ripley, qu'est-ce que t'es jolie. Alors on va travailler, ma belle. Allez, bientôt. Et on a commencé, on est allé faire un peu de détente, on a fait un peu de rappel, on a un petit peu joué. Et puis ensuite, on est rentré à l'école pour le déjeuner. J'ai intégré ma chambre et là, j'avais amené des jouets pour rentrer en contact avec Ripley. Pour en revenir à Ripley, c'est une femelle labrador. Elle est née le 31 octobre 2020. Et là, elle est sur son tapis en train de ronger la corne de buffle que je lui ai offert. Nous avons commencé à tirer sur la corde tout à l'heure. On a bien joué. Comment tu te sentais pour toi, cette remise, c'était enfin la bonne? Écoute, une remise quand tu as eu des échecs comme j'ai eu, ça devient presque angoissant. Parce que tu te dis, mais pourvu que ça colle, tu te remets en question. Il va falloir que je fasse comme ci, comme ça. Tu te fais plein de films, tu te dis, il faudrait que je sois comme ci, il faudrait que je sois comme ça, il faudrait que je sois plus avenant, que je fasse plus attention, que je sois plus présent avec mon chien. Parce que quand tu viens du berger et que tu passes au labrador, c'est pas du tout la même personnalité. Il faut que tu sois plus présent.
Voilà. Et donc j'ai fait ce travail-là aussi, Hmm. parce que tu as envie de séduire ton chien, tu as envie que ça colle vite. Et puis l'après-midi, on a commencé à travailler, puis il y a eu la... Je vais vous parler maintenant du déroulement de ma deuxième séance. Elle a consisté avec un travail au harnais. Nous avons suivi des trottoirs et traversé des rues. En fait, le but de cette séance était de donner des ordres de base au chien, comme en avant, replay traverse, replay stop. Donc, quelque chose de une bonne heure, une heure passée. Je remarque que c'est quand même une chienne qui a un grand potentiel, qui travaille bien, qui sait travailler. Et ça, c'est très encourageant et c'est rassurant surtout de savoir qu'on va avoir un super chien guide. Après, il y a une soirée avec des personnes bénévoles, et c'est quelqu'un que je connaissais bien. Elle avait amené du vin, puis on a fait une grande fête. Ma première soirée avec Ripley, évidemment, il y en a une. Donc j'ai commencé hier soir à lui donner à manger à 17h40. C'est très bien, elle a bien dévoré sa gamelle. C'était très impressionnant parce qu'elle mange à une vitesse effroyable. Mais bon, après j'ai pu travailler ma flûte sans problème. Elle n'a rien manifesté. Elle avait sa corne de buffle qu'elle a rongée. Et tout s'est bien passé. La nuit s'est bien passée également. Elle a été très sage. Quand j'ai regardé l'heure de temps en temps en pleine nuit, elle venait me voir. Et puis, comme je bougeais pas, donc elle est retournée à sa place. Et ce matin, j'ai eu droit, quand le réveil a sonné, à toutes les léchouilles, bonjour et tout, mais elle n'est pas montée sur le lit. Je pense qu'elle est encore un peu timide, mais c'est une chienne qui est très sage. Mais voilà, c'était très prenant, engageant de ma part quand on est dans une remise. Il faut vraiment s'engager, s'impliquer. On se remet en question. Chaque nouvelle remise est une remise en question. Plus on avance, moins on sait, parce qu'on a envie d'être meilleur. C'est peut-être un peu absurde tout ça, mais c'est vrai. Oui, parce que au final, dans un sens, t'as plus d'expérience. Tu sais un peu à quoi t'attendre et en même temps pas du tout. Bah oui. Parce que chaque chien est très différent. Toi, tu as évolué aussi en tant que personne entre les différentes remises. Et puis on analyse davantage de choses. On analyse et puis on a conscience de ce qu'on va demander au chien. Moi en plus, j'ai demandé un chien dans une école à Bordeaux où il n'y a pas de métro. Il y a des TER, mais voilà, il y a pas la foule qu'on va rencontrer à Paris. Les zones d'affluence, voilà, les chiens ils sont pas habitués. Alors on a ça aussi en tête. On a le côté beaucoup plus stressé de Paris, le côté très speed de Paris qu'on n'a pas en province. Même si Bordeaux est une très grande ville, où ça bouge, où il se fait plein de choses. C'est une très belle ville d'ailleurs. Mais elle n'est pas aussi trépidante que Paris. Et puis, comme on avait un peu partagé le même sentiment avec Valérie, qui nous avait partagé en immersion l'arrivée d'un nouveau futur chien guide dans l'épisode 40, c'est pas parce que tu en as eu 6 avant que ça va se faire comme sur des roulettes, entre guillemets, que tout va bien se passer. Et comme tu dis, l'appréhension de savoir si ça va coller, ça reste du vivant. Ah oui. C'est pas des nouvelles technologies, c'est pas quelque chose d'automatique. Et puis on a envie que ça se passe bien parce que tu sais, moi, le chien fait partie de ma personnalité. C'est-à-dire que je me vois, mon image, tu sais, on a tous un peu une image de soi. Et moi, l'image, c'est moi avec un chien. Je ferme les yeux, je me regarde, je me vois avec un chien. C'est pas la canne blanche. J'ai choisi à 22 ans, j'ai choisi de marcher avec un chien guide. C'est pas un caprice. Et je le porte, quoi. J'ai toujours eu, mes chiens m'ont toujours accompagné partout. Et c'est pas non plus, comme je disais, des algorithmes type la canne électronique, par exemple. Ben non, moi je suis très content qu'il y ait des aides au déplacement pour des personnes qui ne souhaitent pas avoir de chien. Et je trouve que c'est merveilleux. Là, je vois, il y a des avancées technologiques absolument incroyables qui aident au déplacement. Il y a même des robots chiens guides qui vont arriver, mais je crois que ça n'a pas la forme d'un chien, mais c'est un petit peu comme des... Ouais, c'est des robots à 4 pattes quand même. Donc ils peuvent guider, c'est très bien,
mais surtout pas un pour remplacer l'autre. Rien ne va pouvoir remplacer le contact, le bonheur qu'on a de caresser son chien, la complicité, tu l'auras jamais avec un objet électronique, tu l'auras qu'avec ton chien guide, le regard de ton chien guide, le fait qu'il soit content, qu'il te demande des caresses et puis une récompense parce qu'il a bien bossé. Moi, c'est ce que fait Ripley en ce moment. T'as vu, j'ai réussi ce truc-là, le jour où tu m'as repris, là, j'ai bien fait. Elle me regarde, et je suis obligé de la récompenser. Je dis, bah oui, t'as raison, tu mérites. Ah, mais ça, tu l'auras jamais avec un objet électronique, il n'y a qu'avec le chien. C'est ce que disait aussi Karen, elle nous racontait dans l'épisode 13 que tu n'as pas non plus l'aspect social dont tu parles du point de vue interaction avec les autres. Qu'elle disait qu'elle avait eu beau mettre des strass sur sa canne blanche, personne n'était venu lui dire « Ouah, ta canne, elle est trop belle !» Alors que sa bergère allemande, Miami, pour le coup, bah, elle, c'est pas la même, quoi. Tu entres en contact avec un chien, tu entres en contact avec des gens, et du coup, tu parles et tu casses la barrière de l'handicap. Et les gens, ils te posent des questions sur le chien et après tu peux, par exemple, j'ai eu une belle anecdote avec mon chien guide. Samedi, on allait en détente au bois de Vincennes avec mon épouse qui a une chienne guide également qui vient de Bordeaux. Et on a rencontré un monsieur. Au départ, il s'assoit en face à moi dans le bus. Il me dit, mais je peux caresser votre chien? Et je dis, oui, bien sûr, monsieur. Il dit, vous savez, je donne aux associations de chiens guides. Ah, c'est bien, monsieur. Puis il me dit, mais comment je pourrais faire? Je dis, vous pourriez faire du bénévolat. Et du coup, ce monsieur va nous guider pour aller faire des visites de musées. Et de décrire des peintures, des tableaux. On va aller au musée de la vie romantique. Enfin, du coup, on a rencontré quelqu'un, un monsieur qui est en retraite. Et comme ça, on arrive à créer des liens. Et c'est quelqu'un qui va nous guider pour faire des visites culturelles. C'est magnifique. Donc, on rencontre des gens, on peut vraiment rentrer en contact grâce aux chiens. Alors ça, c'est une très belle expérience. Là, ça va être chouette. Tu nous en diras des nouvelles. Ouais. Et c'est sûr que, donc, parce qu'on voit, il y a certaines écoles qui commencent à remettre des nouvelles technologies au guidage aussi, mais comme tu l'as dit, c'est pas la même chose que du chien guide. Voilà. Et puis, il faudrait pas que on utilise l'image du chien guide pour faire autre chose que du chien guide. C'est-à-dire que pour pouvoir promouvoir les nouvelles technologies, les écoles ont besoin d'argent. Si on montre un non-voyant qui utilise une nouvelle technologie, bah, ça va pas être aussi porteur que si on voit un chien guide guider un non-voyant. Alors, on voit bien un chien guide guider un non-voyant, la personne va donner de l'argent parce qu'elle est attendrie par le chien qui guide. Et en réalité, cet argent est utilisé à d'autres fins, certes, pour aider des non-voyants à se déplacer, mais pas avec un chien guide, avec un outil électronique. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dévié la cause du chien guidé. Ça, je pense qu'on ne peut pas l'accepter aujourd'hui. Et pour revenir sur ta remise avec Ripley, c'est vrai que tu nous parles aussi du rôle qu'a joué le psychologue, de l'importance parce que pareil, c'est pas forcément des photos qu'on voit dans les communications des écoles, et ça avait été aussi dans ce sens-là que j'avais fait un épisode avec une instructrice en locomotion. Pour le coup, quand on parle avec Marion dans l'épisode 27, la plupart des gens se posaient un peu la question, mais pourquoi on parle d'une instructrice en locomotion? Enfin, les chiens guides, ça guide. Ça fait partie du passage un petit peu obligé, alors plus ou moins approfondi selon votre expérience, tout simplement. Ouais. Mais c'est ce que tu disais, psy, instructeur de locomotion. Pour le coup, c'est des services qui, au sein des écoles, sont au service du guidage aux chiens guides. Oui, l'instructeur en locomotion m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait, par exemple, prendre conscience des masses. Il m'a fait travailler au bandeau. Parce que moi, j'ai un léger résidu visuel, mais il m'a fait lui décrire des carrefours, des configurations de rues qui étaient en travers, etc., et lui faire schématiser sur une planche avec des aimants pour qu'il s'assure que j'ai bien compris. Mais ça veut dire aussi, au moins, maintenant, je fais très attention et je suis attentif à ce qui m'entoure. Je l'ai vraiment intégré, j'ai fait attention. Et le psychologue, eh bien oui, c'est d'avoir su guider l'équipe technique pour dire, pour Georges, il faut un chien qui soit avenant, qui aille vers lui, qui aille le chercher, qui soit présent, qui le sollicite en permanence. Voilà, et ça, c'était important. Je crois qu'il y a aussi une rencontre que tu as fait lors de la remise, qui n'est pas accessible en tout cas dans toutes les écoles, mais en tout cas à Bordeaux, c'est le cas, avec la famille d'accueil de Ripley.
l'instant dédié à la famille d'accueil. Il y a eu la présentation. Il s'agit d'une jeune fille, Clotilde, de 19 ans, qui est venue accompagnée de sa famille. Inutile de vous dire que l'émotion était immense, tant de leur part que de la mienne, et aussi de l'éducatrice. Nous avons beaucoup parlé de Ripley. Sa bêtise la plus grande a été d'ouvrir un sac de terreau, d'avoir mangé du terreau et d'avoir vomi tout noir. Voilà, c'est la seule grosse bêtise. Ensuite, beaucoup d'échanges. J'ai raconté mon expérience du chien guide et donc la jeune fille Clotilde est venue accompagnée de son frère et de ses parents. Et ils ont dit que c'était un projet familial où tout le monde s'est occupé de la chienne, mais plus spécifiquement Clotilde, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, âgée de 19 ans, étudiante en économie et sociale. Elle fait une licence et c'était pour elle une expérience énorme. Et c'est vrai que on peut s'arrêter sur cet exploit, cet engagement d'une personne aussi jeune qui est allée jusqu'au bout, qui a assumé jusqu'au bout l'éducation de Ripley en tant que famille d'accueil. C'est extrêmement touchant. Donc voilà, la famille est arrivée, donc Clotilde et Antoine et les deux parents, et Clotilde tenait la main de sa maman. Donc c'était un moment extrêmement émouvant parce que elle-même déjà elle a eu une semaine un petit peu difficile. Donc elle a laissé sa chienne. Donc c'était pas simple. Enfin voilà, un moment d'une très très grande intensité et vous le sentez probablement à ma voix. Et figurez-vous, son nom c'est Clotilde Cabot. Alors ça c'était le nom rêvé pour être famille d'accueil, mais toute la famille s'y est mise, mais c'était quand même Clotilde, cette jeune étudiante, qui était aussi une pompier volontaire et qui a pris sur elle cette expérience de contribuer à la remise d'un chien guide, d'être famille d'accueil. Ça, je trouvais ça génial. C'est vrai qu'en tant qu'étudiante, alors moi c'était un de mes rêves, je l'ai raconté dans l'épisode 50, ça n'a pas abouti et je connaissais un peu moins l'univers des chiens guides et donc je suis pas allée jusqu'au bout de ma demande auprès de l'école, de mon école qui me formait, de mon école d'ingénieur. Mais on en a parlé justement, j'ai eu ma petite revanche dans l'épisode 59 avec Victoria, qui elle est étudiante vétérinaire et qui nous a justement raconté toute la responsabilité, toute la charge que ça représentait dans les moments positifs comme les moments négatifs, d'élever et d'être famille d'accueil d'un chien guide d'aveugle. Parce que c'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est un sacré investissement. De la famille d'accueil dépend quand même la qualité du chien guide, de l'éducateur. S'il y a une bonne famille d'accueil, ça va aller sur des roulettes pour l'éducateur après. Le plus gros du boulot est fait, faut être clair quand même. Oui, il faut avoir un chien bien dans ses pattes. Et après, l'éducateur, l'éducateur, il a quand même reçu une formation par la fédération. Ou en dehors de la fédération, comme tu le disais, si c'est des écoles qui ne sont pas fédérées. Mais c'est quand même leur métier, si ce n'est que, s'ils ont un chien qui rentre en éducation, qui n'a pas les prérequis d'une bonne socialisation, d'être bien dans ses pattes, ça va pas être facile derrière, quoi. Il y a des choses qui se rattrapent difficilement quand même. Et c'est vrai qu'il faudrait pouvoir donner aux écoles la possibilité d'avoir du personnel qui suive les familles d'accueil, puisque malheureusement, les éducateurs ne peuvent pas être au four et au moulin. Bien souvent, ce sont les éducateurs qui suivent. À Bordeaux, en tous les cas, l'éducateur suit son chien, y compris dans la famille d'accueil. Alors, c'est nécessaire parce que il a besoin de suivre son chien. Mais il faut aussi peut-être plus de monde pour mieux entretenir la relation et suivre la relation avec les familles d'accueil qui ont vraiment besoin d'être épaulées, d'être soutenues, d'être conseillées, d'être managées, d'être coachées pour qu'on leur dise réellement ce qu'on attend, quoi.
C'est vrai que Audrey, qui est éducatrice dans le Nord, nous avait aussi dit que les éducateurs qui éduquaient les chiens, alors il y avait les moniteurs, il y a les éducateurs. Là, dans l'épisode 31, que je vous encourage à l'écouter, elle expliquait justement comment ça se répartissait entre le suivi des familles d'accueil et l'éducation en tant que telle du chien une fois qu'il était rentré à l'école au bout d'un an. Et pareil, à l'école de Paris, il y a les moniteurs qui suivent les familles d'accueil, et après le passage de relais. C'est vrai que là, on disait au début de l'épisode que le mouvement chien guide a beaucoup évolué depuis ton premier chien, Ouais. mais il n'est pas encore... ça demande du temps, et il y a encore beaucoup de pistes d'amélioration, même si on a déjà consolidé beaucoup de choses. Déjà, il faudrait qu'il y ait plus d'éducateurs de chiens guides formés, et il faudrait qu'il y ait une formation reconnue, une formation d'État reconnue, qui ne soit pas dispensée que par la FFAC, ou que la FFAC ait son droit de regard, mais que des gens puissent faire un cursus pour être éducateur de chiens guides, et pas nécessairement dans une école fédérée, qu'ils puissent y accéder, et que ce soit gratuit, parce qu'aujourd'hui, si une école fédérée veut former un éducateur, elle doit payer à la FFAC, alors qu'un éducateur qui rentre dans une école, eh bien, lui, sa formation va être payée probablement par l'école en partie et une partie par la FFAC. Mais il faudrait qu'il y ait peut-être un mode de financement pour que ces études puissent être indépendantes, pour qu'on puisse avoir plus d'éducateurs, mais que, surtout pour nous, tous les éducateurs qui travaillent soit dans des écoles fédérées, soit dans des écoles non fédérées, puissent avoir tous le même niveau de qualification. C'est important pour nous qu'on ait des chiens parfaitement éduqués, qu'ils viennent d'une école fédérée ou pas. Et puis, il faudrait que le statut d'éducateur soit reconnu, qu'il y ait des conventions collectives pour les éducateurs. Il n'y a pas cette convention collective pour les éducateurs. Ils n'ont même pas de syndicat. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour ces gens-là, quoi. Et je parle des éducateurs, mais aussi des moniteurs, bien évidemment. Oui, de toute façon, la formation d'éducateur passe par 2 ans de formation de moniteur, puis ensuite 2 ans pour devenir éducateur. On peut pas devenir éducateur si on n'est pas moniteur. Enfin, ou en tout cas, ça prendra 4 ans. C'est l'un puis l'autre. En tous les cas, on peut remercier quand même Monsieur Paul Porteville, oui, qui a notre premier chien guide quand même, c'était vachement bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer son épouse, qui était à l'époque une très vieille dame, c'était dans les années 1992, je crois. Que j'avais rencontré pour la remise d'Azan, elle était encore là. C'était très, très touchant de rencontrer cette vieille dame. J'imagine. Oui, parce qu'elle racontait que son mari ne supportait pas quand il était avec elle d'aller faire des courses. Par contre, il était tout doux et tout attentif lorsqu'il accompagnait une dame faire ses courses et que, parce que, il fallait faire travailler le chien et là, il acceptait bien volontiers d'attendre la dame, etc., etc. Donc là, elle avait mauvaise. Bon, en tout cas, on voit que tu as beaucoup d'expérience dans cet univers. Je me demandais justement s'il y avait quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans toute cette aventure auprès des chiens guides d'aveugles auquel tu t'attendais pas forcément à tes 15 ans quand tu t'es dit j'aurai des chiens guides dans ma vie. Ouais, le travail que représente le chien guide. Tu dois sortir ton chien plusieurs fois par jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Tu dois palper ton chien au quotidien pour voir si c'est pas blessé. Tu vois, hier, par exemple, on se baladait d'un seul coup. Mon chien a frôlé une clôture et j'ai entendu 2-3 chats qui crachaient comme rarement j'ai entendu des chats cracher. Et du coup, j'ai eu la peur de ma vie en me disant, pourvu que ma chienne ne se soit pas fait griffer. Non, très bien. Mais il faut être très attentif. On doit palper son chien. On doit faire attention à la santé de son chien. Et puis, il y a aussi tout ce qui a trait à l'accessibilité. On doit défendre son chien. On doit défendre notre accès. C'est pas de tout repos être maître de chien guide. Et puis c'est défendre la cause, c'est montrer le bienfait du chien guide. Nous sommes des ambassadeurs du chien guide malgré tout. C'est vraiment important quand tu vois une personne se déplacer de façon fluide avec son chien. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, quoi. Et c'est vrai que cette notion d'ambassadeur, vous le dites à peu près tous à mon micro. Que ce soit famille d'accueil, famille... même le dernier épisode avec la famille d'adoption d'un chien réformé, en fait, quand on rentre dans l'univers des chiens guides, quelle que soit la porte par laquelle on rentre, on fait tous partie de cette grande histoire, de cette grande famille, et donc on fait tous avancer la cause. Et en effet, il faut accepter, cautionner de parler de cet univers-là. Ah oui, absolument. Et c'est quelque chose que du côté des maîtres de chiens guides, il faut bien avoir en tête parce que c'est peut-être vous qui allez passer le plus de temps avec un chien guide à vos côtés, puisqu'en famille d'accueil,
c'est une année, les éducateurs, bon, c'est leur métier, alors c'est un petit peu différent. Les familles d'adoption, elles en parlent, mais c'est pas visible que le chien soit un chien guide d'aveugle, ni un futur chien guide, vu qu'ils ont plus de dossard ni rien. Et c'est vrai qu'en tant que bénéficiaire, c'est vous qui allez, surtout si vous en avez tout au cours de votre vie, enfin voilà, rentrer en contact sur cette thématique. Et puis, je pense que les éducateurs ne connaissent pas leur chien aussi bien que nous, on le connaît. Parce que eux, ils l'ont pour l'éducation. Ils ne vivent pas avec leur chien, fort heureusement. Heureusement qu'après le travail, ils rentrent chez eux, ils ont une vie familiale, ils ont une vie de loisirs et heureusement pour eux, on découvre des aspects du chien que eux ne connaissaient pas, de leur chien en tous les cas. Ils l'ont été, ils sont contents de voir que ça fonctionne. Techniquement, ils ont induit des choses, ils ont apporté des choses, ils ont appris au chien à faire un certain nombre de choses. Mais pour le reste, ils connaissent pas forcément, et c'est nous qui, à travers les visites annuelles, leur parlons du chien, et voilà, c'est comme ça qu'ils savent aussi. Oui, c'est sûr qu'ils sont à votre écoute, en tout cas. Bien sûr. Et en parlant justement de Ripley, est-ce qu'il y a un moment où Ripley t'a bluffé? Alors, votre arrivée à Paris et de votre retour jusqu'à ton domicile, mais est-ce que, en dehors de ce guidage, son premier guidage dans le métro... Quand je suis arrivé à Paris, j'ai pris mon métro et mon RER tout seul, sans l'éducatrice. On n'avait encore jamais fait ça et Ripley s'est comporté de façon magnifique. C'est vraiment un super chien guide. J'espère que ça va continuer. Ouais, alors oui, ça c'était le premier truc. Ça, j'étais impressionné. J'ai dit, mais c'est vachement bien, quoi. Et puis, elle m'a bluffé il y a pas longtemps parce que je vais faire des courses du côté de Villemomble et il y a un trottoir qui présente une grande faille et une énorme rigole qui n'a pas été réparée encore. À chaque fois, elle me faisait passer, elle n'arrêtait pas forcément. Et je lui ai fait refaire, il y a 15 jours, je lui ai refait faire ça plusieurs fois, à chaque fois avec une récompense. Et la semaine dernière, elle me l'a refait nickel et elle s'est arrêtée. T'as vu, hein, j'ai bien fait. Et il fallait donner une récompense. Là, ça m'a vachement bluffé. J'étais trop content. Et puis, hier, nous mangions dehors. J'avais mis un minuteur sur les enceintes connectées, genre Alexa, Google. Et j'avais dit, mets un minuteur de X minutes. Et on était descendu dans le jardin. Et d'un seul coup, on voit Ripley arriver. Mais comme si elle voulait venir jouer avec nous et tout. Alors on l'a grondé, mais non, t'as pas le droit de venir, t'as pas le droit de descendre, parce que les chiens n'ont pas le droit de venir dans le jardin, parce qu'on a un peu peur qu'elles fassent leurs besoins dans le jardin, et ce serait désagréable de marcher dans le jardin. Donc du coup, on évite. Et en fait, je l'ai raccompagnée, puisqu'elle voulait pas remonter, je l'ai raccompagnée, et là j'ai entendu qu'il y avait l'alarme qui sonnait pour me dire que c'est terminé. Et je dis, voilà, peut-être qu'elle voulait m'indiquer, l'alarme sonnait, et elle venait me chercher. Mais bon, je me dis peut-être que... Ça fait partie du rôle des chiens écouteurs, d'aller chercher leur maître s'il y a telle ou telle sonorité. Voilà, je sais pas sur quoi il faut le mettre, mais enfin, ça nous a fait rigoler, ça nous a un peu bluffé. Voilà. Peut-être que ça la dérangeait tout simplement dans sa sieste et qu'elle voulait simplement que tu l'arrêtes. Ouais, sûrement. Et je me demandais, on parlait de toutes les rencontres que tu as faites dernièrement autour de Ripley. Est-ce que dans toute ta vie, il y a des rencontres exceptionnelles que tu as faites? Tu nous as parlé de la femme de Corteville. Ah oui, alors à Marseille, vous savez, il y a les extrêmes. Vous avez des gros orages et une autre fois, il avait neigé terriblement dans Marseille et il y avait, je sais plus combien de centimètres de neige. Et il y a une portion du métro à Marseille, l'endroit où j'habitais, qui était en découvert. C'était pas sous tunnel. Et là, donc, quand il neige comme ça, le métro s'arrête. Du coup, il a fallu que je fasse 3 stations de métro à pied, plus de la marche pour rentrer chez moi. Et j'ai rencontré une dame du Nord qui m'a guidé de ce métro-là jusque quasiment chez moi. Et c'était une très belle rencontre. On a bien sympathisé. Et je l'ai croisée quelques fois dans le métro à Marseille et c'était très chouette, quoi. Et puis, j'ai quand même retrouvé une amie qui est maintenant devenue mon épouse à l'école de chien guide de Paris lorsque j'ai eu la remise de Fox. D'accord, ah oui, donc... C'était une amie, on s'était perdu de vue en 95 lorsqu'elle s'est mariée, on s'est retrouvés en 2013, voilà, lorsque on
est chacun chercher notre chien. Ça me rappelle l'histoire de Francis et Wiza, que j'ai eu l'occasion d'avoir à mon micro, en plus en direct à Rennes, dans l'épisode 60, puisque Francis et Wiza se sont rencontrés à l'école des chiens guides de Paris. Comme quoi, c'est un peu une agence matrimoniale sur les, sur les bords aussi. Nous, on se connaissait quand même là. Oui, et là, Francis, par contre, disait que son intérêt pour les chiens guides avait été une condition sine qua non de rapprochement avec Wiza. C'était la phrase un petit peu ironique, mais surtout très vraie, je pense, de leur histoire en commun. Donc oui, de belles rencontres. Bah écoute, en effet, ces rencontres-là... vous faites à nouveau un bout de chemin avec un chien chacun, pour le coup, alors que Wiza et Francis, on a justement parlé du fait d'avoir un chien guide pour deux, puisqu'ils sont guidés par Moon tous les deux. Ouais. Mais un jour, je ferai un épisode, c'est prévu, sur un chien chacun, comment ça se gère à la maison, pourquoi, comment, voilà. On n'a pas le même rythme de marche. Quand tu as une personne malvoyante comme moi, une personne totalement non-voyante, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc là, il faut envisager peut-être... un chien guide, on n'a pas les mêmes demandes. Et je pense que ma relation avec Ripley a été peut-être un peu longue parce qu'il a fallu qu'elle comprenne qu'il y a des choses que je voyais et d'autres que je ne voyais pas. Et peut-être que le temps qu'elle l'intègre, et toute la relation qui s'est installée peut-être plus longuement dans la... Et est-ce que, même si ça fait moins d'un an que tu es à ses côtés, est-ce que tu peux nous confier ton pire et ton meilleur moment avec Ripley ? Je n'ai pas eu vraiment de pire moment. Ah si, c'est quand elle voudrait castagner des chiens en laisse, ça lui arrive de temps en temps, mais en fait, je crois que c'est pour jouer. Et puis, le meilleur moment, c'est quand je lui explique des choses et puis qu'elle va les refaire bien après. Je me dis, là, elle a compris. Et maintenant, même les chiens en laisse, elle a compris qu'il fallait qu'elle se retienne. Donc, elle comprend bien, finalement. Il y a tout ce que je lui apprends, finalement, je lui montre mon mécontentement. Problème quand on est quelqu'un comme moi qui sait pas trop gronder, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même avoir un peu d'autorité avec le chien. C'est pas si simple quand c'est pas dans ta nature. J'ai une chienne qui est en tous les cas qui apprend bien, qui est volontaire, qui a envie d'apprendre, qui a envie de travailler, qui vient me chercher, qui quand est-ce qu'on sort, quand est-ce qu'on va faire des trucs. Et du coup ça c'est génial. Après c'est vrai que je l'ai depuis pas longtemps, alors il faut me laisser encore quelques années pour pouvoir apprécier ma toutoune. C'est sûr que c'est que le début de votre aventure. Voilà. Mais en tout cas, on voit que vous êtes partis pour de longues années. Oui, puis c'est tellement bien de marcher avec un chien. Enfin, les gens qui écoutent en sont convaincus, bien évidemment. Et puis l'intervalle, le temps, la patience que tu as eu avant d'avoir enfin à nouveau un chien guide pour t'accompagner. Ouais. Ça, il faut vraiment que ça change. Et si on a un rêve, un vœu, c'est vraiment qu'on ait un chien le plus rapide. Il faudrait pas qu'il se passe plus de 2 mois pour avoir un chien guide. Il y a un moment où c'est insupportable d'attendre. C'est insupportable. Des gens qui stressent. Est-ce que je vais avoir encore un chien guide? J'ai une amie qui est angoissée à l'idée de se retrouver sans chien. Du coup, on en arrive à faire des choix qui sont peut-être pas ceux qu'on aurait aimés, etc., parce que on sait très bien que on nous remet un chien guide, on nous en propose pas 2. T'en as un, tu prends, sinon, il faut que t'attendes. Et ça, c'est pas bien. Ça, il faut que ça change absolument. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent en interne des écoles. Je pense pouvoir dire que tout le monde est conscient que le délai d'attente est trop long. Après, c'est à voir en effet tout ce qui est possible pour réduire ces temps d'attente. On a parlé, la formation des éducateurs, d'anticiper les choses, d'avoir des éducateurs formés en plus grand nombre. Mais bon, on en revient aussi toujours à l'argent et au temps, qui sont deux composantes. Il faut qu'on arrête de mettre les dons en premier lieu. On ne peut pas faire que avec des dons, même si les écoles, la FFAC sont plutôt bien lotis de ce côté-là. C'est quand même pas normal que l'État ne prenne pas sa part. Et pourtant, les financements publics sont de moins en moins élevés. Quand on sait ce qu'apporte l'animal à l'être humain, je pense qu'on ferait peut-être des économies quand même. C'est sûr que tu prêches une convaincue. Je crois que autant par mon temps de bénévole pour l'école des chiens guides de Paris que par mon temps sur ce podcast et tout l'écosystème qu'il y a autour du podcast, je ne peux que être d'accord avec toi sur le fait qu'on peut encore s'améliorer, mais qu'on fait déjà beaucoup. Donc c'est un peu un équilibre pour aller de l'avant, tous ensemble. Et puis quand même, la France sort de bons chiens guides quand même par rapport à d'autres pays. Oui.
Je vois par exemple en Espagne, c'est compliqué pour eux. Mm. Quand je vois ce que la ONC attend des non-voyants qui ont un chien qui leur sont remis, on leur demande d'aller vendre des tickets de loterie, etc., qu'on nous demande pas à nous. Alors nous, on nous demande d'être présents pour peut-être faire des démos, pour parler de l'école, etc., mais c'est rien. Les non-voyants, en tous les cas, là-bas, qui veulent un chien guide, il y en a pas mal qui viennent demander en France quand même. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui pouvait être amélioré et en même temps, on a parlé de tout ce qui s'est consolidé dans les années et que tu as constaté par ton expérience. Ah oui. Et on est un peu chauvin en France, hein. Des fois, on aime bien se plaindre. Mais comme tu le dis, il faut aussi un peu prendre du recul. Regarder en Europe. Ouais, et voir que notre éducation est quand même pas mal. Ouais, il fait pas bon avoir un chien guide en Allemagne. En tout cas, il y a de la marge d'amélioration un peu de partout, mais en France... On est plutôt bon, quoi. On est plutôt bon. On est plutôt bon, ouais. On va conclure sur ces bons mots, genre, je pense qu'on peut le retenir. Ouais. Ça va mettre du baume au cœur à tous les auditeurs et aussi à tous les gens qui sont investis aux différents maillons de la chaîne des chiens guides. Ouais. Parce que oui, il y a encore de l'amélioration, mais je vais retenir cette phrase, on est plutôt bon. En tous les cas, merci de m'avoir accueilli, merci de s'être promené. J'avais envie de parler de choses qui me tenaient à cœur, comme le statut des éducateurs, le choix des chiens, l'attente inadmissible, le rôle, notre rôle, et puis le bienfait, ce qu'apporte l'ANM, mais qui doit aussi faire encore plus et mieux, s'appuyer sur ses adhérents, plus, ça c'est important. Mais en tout cas, merci Georges à toi pour toute cette histoire, toute ton histoire, ton témoignage et ton partage qui permet encore aux auditeurs d'en apprendre plus. Et c'est l'objectif. En immersion en plus, ça y est. Il l'attendait ce retour des épisodes en immersion. Le voici. Eh ben, je te dis à très bientôt pour une détente, hein, Georges. Avec plaisir au bois de Vincennes le samedi matin. Voilà, et c'est super en ce moment. C'est agréable, ça sent bon partout. C'est génial. Et puis, il y a des chants d'oiseaux merveilleux. Et puis, j'ai hâte de rencontrer Ripley, dont tu nous as beaucoup parlé. Ah ouais. Donc, ouais. À très bientôt pour cette belle détente. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci à toi. Et voilà, en tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et je souhaite à plein de maîtres qui sont... dans l'attente d'un nouveau chien, beaucoup de courage, ça va arriver, c'est toujours trop long d'attendre, mais quand ça se passe bien, ça vaut le coup d'attendre. Voilà, à bientôt et merci pour votre écoute. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode en immersion. Merci de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Georges d'avoir accepté de jouer le jeu des vocaux envoyés pendant sa remise, bien que je n'ai pu en insérer que trop peu sur la quantité envoyée. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Georges et Ripley sur futureschienguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Alors, à bientôt pour le retour des hors-séries de l'été, non pas sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles, mais sur celui des chiens d'assistance.